9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face autour de ce qui se passe. Trump, Zelensky, Poutine, Macron, l'Europe, énormément de discussions, de négociations, de gesticulations, de marchandage. Et donc hier, il y a eu cette proposition de paix qu'on va voir. Alex Darmon, bonjour, de la chaîne YouTube Les Indécis. Éric Tegner du média Frontières, président de Frontières. Bonjour en fait à tous les deux. Alors, Poutine a réagi hier parce qu'il a eu la proposition. Tiens, on écoute un petit extrait. Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое... Bon, évidemment, je ne parle pas bien le russe, vous non plus. Grosso modo, il dit que il y a certaines questions importantes qui doivent être réglées, mais qu'il faut revoir les choses quand même avant de pouvoir signer. Ça. Que pensez-vous de cette manière dont sont menées en fait les discussions? Alors d'ailleurs, l'émissaire de Trump était à Moscou là. Il repart en fait aujourd'hui. Éric Tegner et Alex Darmon. Alors déjà, on est dans une télédiplomatie. Ce qu'on voit à chaque fois, c'est que la diplomatie, c'est plus véritablement quelque chose qui se fait en couloir. Aujourd'hui, ils se parlent directement devant les télévisions. On l'a vu, la rencontre assez folle entre Trump et Zelensky. Aujourd'hui, dans les faits, ce que je note, c'est que le plan de Trump, il fonctionne. Pour l'instant, on passe... Enfin, il fonctionne. Pour l'instant. Mais il y a différentes étapes. Mais en tout cas, on les passe. C'est-à-dire que même quand c'est difficile, avec Zelensky, les accords sur le minerai, etc., il y arrive. Là, sur le cessez-le-feu, il faut noter que toujours Vladimir Poutine et les Russes avaient dit qu'ils n'accepteraient pas cessez-le-feu, que c'était soit une paix négociée, soit continuer la guerre. Parce que cessez-le-feu, c'est toujours le risque de se mettre dans un piège. Oui, bien sûr. Trump a quand même réussi à contraindre Vladimir Poutine de mettre en place le cessez-le-feu. Ça ne veut pas du tout dire que c'est fait, etc. Non. Mais ça veut dire qu'on est enfin dans un contact direct avec Trump et Poutine, le face-à-face. Oui. Alors moi, je sais pas si c'est le plan de Trump qui fonctionne ou si c'est le plan de Poutine qui fonctionne. Ah oui. À dire vrai. Oui. Bah oui, parce qu'effectivement, on est tous à attendre la réponse de Poutine. Donc ça veut dire il mène un peu les débats, il mène un peu la danse. Tout le monde analyse ce qu'il dit ou ce qu'il dit pas, justement. Zelensky qui dit que c'est... il dénonce des propos manipulateurs. Des propos manipulateurs. Donald Trump qui accuse de vouloir faire traîner les choses pour gagner du temps. Parce que peut-être un petit peu vrai. Donald Trump qui commence à s'impatienter en disant que il faut quand même aller autour de la table. Bon voilà, en fait, c'est le plan de Poutine qui fonctionne depuis le départ. Et d'une certaine manière, j'ai envie de vous dire, c'est Vladimir Poutine et la Russie qui sont en train de gagner la guerre. Vous croyez? Si, à partir du moment où tout le monde attend de savoir si lui il est d'accord ou pas, c'est lui qui va mettre ses conditions. Il met des conditions, il commence à les mettre complètement. Et donc c'est assez intéressant de voir que finalement, là, on n'est même pas en train de parler de savoir si l'Ukraine peut récupérer des territoires qui ont été gagnés par les Russes ou quoi que ce soit. On est en train de demander un cessez-le-feu. Donc on est en train de dire qu'on va s'arrêter sur ce qui est aujourd'hui défini par les contours qui ont été voulus par Vladimir Poutine au moment de la guerre en 2002. Du coup, c'est quoi l'alternative? Non mais attends, j'ai pas dit que j'étais contre le plan. En plus, le plan, on le connaît pas dans les détails. Premièrement, et deuxièmement, je suis juste en train d'analyser si on dit qu'est-ce qui est en train de... Est-ce que c'est le plan de Trump ou le plan de Poutine? Je dis juste que c'est la réussite aujourd'hui de Vladimir Poutine qui est arrivé à ses fins. Voilà. Oui. Alors, si on arrive à un cessez-le-feu. Je pense que c'est pas une histoire de c'est le plan d'un tel ou d'un tel. Je pense que c'est une réalité géopolitique qu'on a effectivement malheureusement oubliée depuis 2 ans et demi, sauf certaines personnes, qui repose sur le fait que la Russie étant une puissance nucléaire, n'ayant pas une armée qui allait s'effondrer, ne pouvait pas perdre. Donc oui, aujourd'hui, on peut pas se retrouver avec une égalité dans les négociations internationales. C'est malheureux, mais c'est un fait, entre les Ukrainiens, les Russes et les Américains. Donc Vladimir Poutine n'acceptera jamais un deal s'il n'a pas l'air gagnant. Tout simplement. Ce qu'il faut, c'est équilibrer les choses. C'est ça qui est important parce que Vladimir Poutine, aujourd'hui, il est en train de progresser sur le terrain. Il a complètement expulsé, en récupérant Soudja, les territoires, les Ukrainiens qui étaient rentrés en territoire russe. Et aujourd'hui, il y a une partie de sa population et de son armée qui dit il faut continuer. Bien sûr, mais en lui laissant la main. La ville de Soudja, c'est dans la région de Koursk. C'est assez important parce que ça avait été envahi par l'Ukraine l'été dernier, qui avait réussi à reprendre des positions. Et il y a une contre-offensive russe qui a été lancée au mois de décembre dernier, et en ce moment, il progresse sur le terrain. Vladimir Poutine, en soi, effectivement, a plutôt un intérêt à ce que l'accord se fasse le plus tard possible, parce qu'aujourd'hui, il progresse. Mais j'ai envie de dire, en avril 2022, on aurait pu déjà à cette époque faire un accord. Ça aurait été à peu près le même accord, sauf qu'il y aurait plus
Russes, moins de terrain conquis par les Russes. Voilà, on a cru que on allait récupérer la Crimée. Voilà, on s'est complètement illusionné et on a cru que les Américains faisaient ça uniquement pour être sympa avec les Ukrainiens. Et on constate que non, les Américains c'est du business. Donc oui, c'était cet échange entre Trump et Zelensky. On avait l'impression que la seule chose qui comptait c'était le business et les terres rares. Mais ça, j'ai l'impression qu'on l'a oublié. Les Américains ont toujours été comme ça. Oui, mais au-delà de ça, encore une fois, moi je suis pas là à dire que le plan est bon ou pas bon. C'est même pas mon sujet. Aujourd'hui, le sujet c'est de se dire. Quand tu dis c'est le plan de Poutine, ça réfère à Trump, c'est l'agent de Poutine. Non, j'ai pas dit que c'était l'agent de Poutine. J'ai dit que simplement, tu parles de business, c'est pareil. Dans du business, il faut à un moment donné un jeu de poker menteur pour dire, moi je veux plus pour pouvoir gagner. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Parce que c'est du business pour les Américains, c'est une certaine forme de business aussi pour les Russes, pour dire qu'ils veulent mettre la main un peu sur un territoire qui est beaucoup plus large en Europe, qui est, selon eux, un territoire qui leur appartient. Moi, en tant qu'Européen, je me place là-dedans. Je dis simplement, c'est que si aujourd'hui on dit OK à Poutine sur tout ce qu'il demande et sur les conditions qu'il pose, qu'est-ce qui va se passer demain? Rappelez-vous, en 2022, toute la classe politique confondue, disait que jamais Vladimir Poutine attaquerait frontalement l'Ukraine. Ça c'était en France et en Europe. Les Américains, eux, en France avaient des informations indiquant qu'ils allaient sans doute passer à l'action. Et en France et en Europe, toute la classe politique vous disait ils vont jamais attaquer l'Ukraine. On voulait pas voir. Voilà. Et aujourd'hui, je dis simplement, je dis pas qu'ils vont le faire. Alors qu'il y avait déjà la guerre dans le Donbass. Voilà. Mais je dis pas qu'ils vont le faire. Je dis simplement qu'aujourd'hui, on est dans une guerre qui nous dépasse. On peut pas non plus nier. Après, quand vous regardez hier le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, hier soir, chez vos confrères, qui parle de guerre des étoiles et tout. Bon, moi je pense qu'il faut aussi garder la tête froide, mais on peut pas nier non plus qu'il y a une tension, il y a une ambiance qui n'est pas favorable pour nous Européens, et que si demain on accorde le crédit à Vladimir Poutine de lui donner et à la Russie de leur donner ce qu'ils souhaitent, peut-être que nous on peut être un petit peu en danger. Ouais. Alors sur ce que en fait c'est toujours intéressant. J'ai l'impression que les Européens ils ont une carte et que la seule chose à décider c'est s'ils l'utilisent ou pas. Non, on n'a pas de carte malheureusement. On n'a plus le jeu en main aujourd'hui. Lorsque les négociations, on n'est plus dans les traités de Versailles ou autres, on est dans les traités en Arabie Saoudite pour s'occuper du sort de l'Europe, et c'est tout simplement de notre faute. Donc peu importe qu'Emmanuel Macron joue les va-t-en-guerre, que Sébastien Lecornu joue les va-t-en-guerre, de toute façon il y a un deal qui va se produire. Et Zelensky, qu'on dit notre allié, de toute façon il va se coucher devant les Américains. C'est une réalité qu'on a oubliée. Donc oui, en 2022, beaucoup de responsables politiques. Ça dépend, non ? Il y a une autre réalité. Ouais. La réalité, c'est quoi? C'est que les Russes aujourd'hui, je le pense, n'ont pas vocation à aller beaucoup plus loin que ceux où ils sont. S'ils pouvaient avoir l'Odessa, faire la jonction avec la Transnistrie, très bien. En revanche, ce qui est certain, c'est que si nous, par exemple, on continue la progression de l'OTAN, je pense que là, on va monter dans l'escalade. Et ça, je suis désolé, mais en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, beaucoup de responsables politiques le disaient. Disaient que les accords de Minsk ne suffisaient pas et qu'à un moment, justement, Vladimir Poutine, ça fait 25 ans qu'il alerte. Quand les pays baltes rentrent dans l'OTAN, quand d'autres pays rentrent dans l'Union européenne, il disait « Ok, j'accepte, il n'y a pas de sujet, mais l'Ukraine, ça sera une vraie problématique si ça rentre dans l'OTAN. » Et ça, on a refusé de le voir. Et il faut être capable, nous, de voir quoi? Parce que moi, la paix, elle va se faire. Mais le sujet, c'est quoi? C'est est-ce qu'on fait la paix contre les Russes ou avec les Russes? C'est-à-dire qu'en fait, les Américains, ils vont refaire du business avec les Russes. L'enjeu de Trump aussi, c'est de s'occuper de Téhéran et de l'Iran, parce qu'on sait que sur le Moyen-Orient, la Russie est très importante. Et nous, peut-être qu'on sera stupide au point de se dire on fait la paix avec les Russes, mais sans faire une vraie paix où on va remettre en place des relations économiques, parce que c'est l'économie qui permet aussi de stabiliser. C'est pas toi qui vas dire le contraire. Non, je vais jamais dire le contraire. Enfin, quelquefois, je dis le contraire de ce que tu dis, mais pas là. Là, c'est vrai que l'économie est importante. Mais justement, ce qui est intéressant dans ce que tu racontes là, c'est par rapport à Téhéran. J'ai l'impression, en fait, qu'on fait semblant de ne rien voir. Ouais. On fait semblant de rien voir. Les Russes sont les alliés de Téhéran. Les Américains négocient en même temps avec Téhéran et avec la Russie. Et quand vous dites au début de votre propos, Patrick Roger, Trump, Poutine, Zelensky, Macron, mais en fait c'est fini pour Emmanuel Macron et pour l'Europe. C'est-à-dire qu'on est complètement tenu hors jeu. Ah bon? Complètement. Enfin, je veux dire, quelle est la position aujourd'hui de la France et par rapport au Moyen-Orient et par rapport à ce qui se passe en Ukraine et en Russie? On est juste là à subir et à attendre de voir ce qui va se passer. Emmanuel Macron n'est pas le patron en Europe. C'est ce qu'a dit Dominique de Villepin hier, notamment. Vous avez fait référence à... tiens, on va y revenir dans un instant avec vous, Alex Darmon, Éric Tegner, La Vérité en face sur Sud Radio. Et si vous voulez vous-même aussi réagir, 0826 300 300, vous le savez, vous avez la parole. 9h-10h, Sud Radio, La Vérité en face, Patrick Roger. La Vérité en face jusqu'à 10h dans quelques minutes. Ce sera
et bien sûr Valérie Expert et puis Gilles Gansman pour les débats et la partie médias. Nous en étions donc à ces gesticulations de part et d'autre qui sont énormes. Ce ne sont pas que des gesticulations. En tout cas, certains parlent de gesticulations. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon sur la menace russe, il dit Emmanuel Macron a tort de faire cette gesticulation. Et il rejoint en quelque sorte d'ailleurs Dominique de Villepin qui hier a dit, vous parliez de l'émission spéciale hier soir sur France Télévisions où il y avait le ministre Sébastien Lecornu et puis il y avait d'autres intervenants invités ensuite et notamment Dominique de Villepin qui dit Emmanuel Macron n'est pas le patron en Europe. Parce que c'est vrai qu'il se comporte un peu en patron. Il a reçu il y a quelques jours les chefs d'état-major européens à Paris. Il est allé voir donc Donald Trump il y a une quinzaine de jours. Il reçoit souvent Zelensky et que la place était aussi un peu libre parce que l'Allemagne était quand même moins puissante ces derniers jours, quoi. Alex Darmon, Éric Tegner. Moi, je trouve que Dominique de Villepin se trompe. Emmanuel Macron est le patron en Europe. Enfin, je veux dire, il a pris le leadership depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années. Maintenant, la vraie question, c'est pas de savoir qui est le patron en Europe, c'est de savoir quel est le niveau de l'Europe aujourd'hui à travers le monde. Moi, je trouve que l'Europe a reculé tant dans ses décisions que dans son intérêt, que dans son attractivité. Même. Et l'Europe est aujourd'hui devant l'un des plus grands défis depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est de savoir quelle est sa place, tant on en parlait il y a quelques secondes, au niveau commercial qu'au niveau diplomatique. Donc aujourd'hui, si Emmanuel Macron est le patron de l'Europe, puisque en Allemagne vous avez sans cesse des changements de gouvernement. Oui, et puis le chancelier est en train de former. Est en train de changer, que l'Angleterre, la Grande-Bretagne n'est plus en Europe, n'est plus considérée comme être en Europe. Même si là, elle intervient encore. Oui, elle intervient, mais je veux dire diplomatiquement, pas vraiment le rôle et la nécessité d'intervenir. Et quels sont les autres pays qui peuvent intervenir aujourd'hui à part la France et l'Allemagne? Emmanuel Macron est là depuis plusieurs années. Pour le coup, ça on peut pas lui enlever. Il a été réélu. Ça fait presque 8-9 ans qu'il est là. Il connaît l'Europe. C'est un Européen convaincu. Donc c'est pour ça qu'il est le patron de l'Europe. Maintenant, je pense qu'il a pas l'outil pour pouvoir vraiment jouer le rôle de l'Europe et jouer son rôle à plein régime, à mon avis. Oui. On n'a pas la même notion de patron, je pense, avec Alex Darmon. Si t'étais le patron de l'Europe, il aurait bloqué le Mercosur. Tout simplement, il en était incapable aujourd'hui. S'il est patron de l'Europe, ça veut dire qu'en fait, il trahit la France en permanence parce que la France n'est jamais gagnante dans les différents deals qui sont faits par les Européens. Je pense qu'on fait face à beaucoup de communication. Emmanuel Macron, il a peu de légitimité politique au niveau intérieur aujourd'hui. Il a très peu de... il regagne, là, vous avez vu, dans les sondages, avec la guerre, cette attitude. Voilà, il a 27%. Mais ça n'empêche pas que ça reste un président qui est, pardonnez-moi, mais sur la fin, il reste 2 ans, peu de légitimité politique. Au niveau européen et international, on en parlait il y a 3 mois, des gens comme Alain Minc l'expliquaient très bien, comment à l'international, tout le monde se moque de la France et considère qu'on n'est pas un partenaire fiable. On peut voir notre spread et le taux d'intérêt qui augmente. Voilà, il y a la communication très bien. Pourquoi les autres partenaires européens jouent le jeu? Parce que la France reste une puissance nucléaire, et ça c'est pas grâce à Emmanuel Macron. Et donc forcément, il y a un rôle à jouer qui est plus important du côté français. Après, aujourd'hui, on est quand même un petit peu à côté du sujet. Emmanuel Macron n'a pas la capacité à s'imposer comme a su le faire général de Gaulle le lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans les accords de Yalta. Il n'a pas su s'imposer aujourd'hui au cœur des négociations. Et au moment où Donald Trump est en train de faire la paix avec Vladimir Poutine, c'est le moment où Emmanuel Macron nous parle de guerre. Moi, il y a quand même quelque chose de surprenant. C'est le moment de faire de la paix avec Vladimir Poutine pour Donald Trump. Quand on voit les derniers propos du président américain hier, il a pas encore fait la paix. Alors, non, c'est pas fait. C'est quand même, je suis d'accord avec toi, assez énorme ce qui se passe quand tu vois que l'émissaire américain va à Moscou pour pouvoir négocier et tout. Mais je suis même pas sûr qu'il ait été reçu par Vladimir Poutine. Non, il en était question, mais il n'a pas été reçu par Vladimir Poutine. Premièrement, deuxièmement, pour répondre à Emmanuel Macron sur le fait que il est patron de l'Europe, on n'a pas la même notion. Je suis désolé. Ce que je viens de dire rejoint ce que tu dis sur le fait que pour moi c'est le patron, mais en revanche l'Europe n'est plus au niveau. Voilà, l'Europe n'est plus au niveau. Tu peux être le patron de la meilleure des boîtes, si elle fait pas de chiffre d'affaires ou qu'elle intéresse personne, tu seras le patron de rien du tout au final. Et là-dessus, on sera d'accord. Donc à partir de là, il est juste le patron. Il essaye de faire en sorte de pouvoir avoir une voix qui pèse et tout. Mais la réalité, c'est que la voix de l'Europe aujourd'hui ne pèse plus rien. Mais à travers tout ce qu'on lit, ce qu'on découvre tous les jours, que ça soit commercialement parlant, on pourrait parler des droits de douane. On les a évoqués. Voilà, mais on a voulu montrer, jouer gros bras, en faisant en sorte de répondre à Donald Trump. Ça va être une
surenchère permanente parce que Donald Trump s'en fiche complètement de ce que la France peut faire par rapport à ses droits de douane. On parlait des négociations par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient. Ça y est, ils sont complètement hors jeu, les Français et les Européens dans leur globalité. On parle de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et à la Russie, et en Russie c'est exactement pareil. Et Emmanuel Macron, mais l'Europe dans sa globalité n'a plus aucune, n'est plus du tout audible aux oreilles de Emmanuel. C'est inquiétant. Pourquoi ? Parce qu'on est au milieu de tout ça. Voilà pourquoi c'est inquiétant. C'est que mine de rien, il y a les États-Unis, il y a la Russie et au milieu vous avez l'Europe. Et donc par conséquent, que ça soit commercialement parlant ou que ça soit diplomatiquement parlant ou même au niveau terrestre, on est au milieu de tout ça. Et si la France et si l'Europe en tant que telle n'arrive pas à s'imposer dans les mois qui viennent en prenant et en jouant son rôle de leadership, ça va exploser. Oui, mais avec quand même cette idée de se retrouver, de se réunir pour se réarmer, lancer. C'est trop tard. Ça va prendre des années. Non, ça va prendre des années. Il aurait fallu le faire. Sinon, quand vous entendez vous laissez filer, quoi, non ? Mais pour tout de suite, c'est trop tard. Beaucoup de populisme de la part d'Alex, c'est-à-dire que ça va pas se passer, c'est trop tard. De toute façon, Trump c'est pas fait, etc. Faut rester un peu positif. Moi, je suis pour le réarmement, mais effectivement, le réarmement là qu'on est en train de mettre en place, c'est pour dans 10 ans ou 15 ans. Donc il y a cette dichotomie où il y a Emmanuel Macron. Mais c'est important de penser à l'avenir. On n'y a pas suffisamment pensé précédemment. Bien sûr, mais moi j'ai toujours du mal quand même avec le côté excessif d'Emmanuel Macron qui d'un coup il n'y a pas de problème, le lendemain c'est la guerre, etc. Il nous explique quand il fait son discours la semaine dernière que quasiment il faudrait en venir aux armes. Et dans le même temps les solutions elles sont pas du tout au niveau. Il nous dit qu'il y a un conflit potentiel dans quelques mois et son projet il est plutôt sur 10 ou 15 ans. Je pense que les Français ils sont capables d'entendre un discours mesuré et pondéré qui consiste à dire il faut réarmer, ça va prendre une dizaine d'années, on va commencer à s'occuper d'abord de nos intérêts. Il n'a pas besoin d'en rajouter autant parce que en général ça suit pas au niveau des résultats. Pourquoi l'Europe elle est faible aussi ? Parce que les pays européens sont faibles. À force de parler de l'Europe et d'oublier les États-nations, eh bien en fait aujourd'hui la vérité c'est que l'Allemagne elle est faible, la France elle est faible. Donc si Emmanuel Macron a peu de poids, c'est parce que la France a beaucoup moins de poids qu'avant. Et donc c'est ça aussi, c'est revenir à une logique d'État-nation, renforcer nos pays et c'est comme ça qu'on va réussir à peser. C'est ça qui est important. Et si on commence à penser que l'ennemi numéro 1 de la France demain c'est les Russes, je suis désolé, on va passer à côté des enjeux de dans 10 ou 15 ans. C'est ça le problème en permanence, c'est qu'on est toujours à côté de la plaie. C'est un ennemi, même si nous ne sommes pas en guerre avec lui, mais dans la mesure où nous soutenons un pays, l'Ukraine, qui a été envahi par la Russie. Oui, mais c'est un adversaire. Si c'était un ennemi, on sera en guerre. Mais dans les mots, on le considère comme un ennemi. Dans les faits, s'il y a un accord, je veux dire, s'il y a un accord entre Trump et Poutine, c'est que Zelensky l'a signé. Donc c'est que notre allié l'a signé. Donc d'ici 3 à 6 mois, on va se retrouver dans cette situation. Donc à ce moment-là, est-ce qu'on va se dire on va investir des dizaines de milliards parce que l'ennemi c'est les Russes, ou plutôt se dire on va être capable de faire du business, du commerce avec eux, de renforcer ces éléments et de voir aussi la multiplicité des conflits. Je suis désolé, si la Chine dans 5 ans elle envahit Taïwan, l'ennemi il va changer et donc faut être capable de le voir. C'était les polémiques qu'il y avait cette semaine sur la question du terrorisme islamiste. Aujourd'hui les morts sur le territoire français ils sont causés d'abord par des terroristes islamistes en fait. Et donc si parfois qui viennent d'ailleurs de la Grande Russie. Alors je vais vous dire, vous avez entendu Gérald Darmanin hier sur Sud Radio. J'ai trouvé ça dingue, cette démagogie absolue. C'était pas de la démagogie. Il nous parle de terrorisme russe. Est-ce que il parlait en fait de... Oui, mais il dit terrorisme russe. Est-ce qu'il parle de terrorisme algérien ? Il fait un amalgame énorme. Ensuite, je suis désolé, c'est un menteur quand il explique que le terroriste de Samuel Paty, c'était le problème des Russes. Il avait donné un interview en novembre 2023 au JDD où il expliquait, parce qu'on l'a interviewé, les journalistes interviewés en disant mais comment vous faites les relations avec les Russes depuis la guerre. Il avait dit j'ai fait 38 demandes d'expulsion de Russes considérés islamistes et dangereux. Elles ont toutes été acceptées. Le problème, c'est le problème du droit français. Et rappelez-vous, cette famille, justement, islamiste, elles avaient été mises dans un avion à Rennes pour aller justement à Orly, où elles seraient expulsées en Russie, et qui a bloqué l'expulsion. Ce sont des syndicats d'extrême gauche comme Sudrail. Voilà, c'est ça quand même le problème. Donc c'est de la démagogie aujourd'hui quand il nous dit le problème, c'est les Russes qui acceptent pas les OQTF. Mais parce qu'en permanence, mais je trouve ça scandaleux, et Michael Paty s'est insurgé de ça, qu'il utilise ce genre de choses, qu'il mente à des fins politiques, ce qui fait
fait que je suis extrêmement défiant sur en ce moment la parole du politique sur le sujet de la guerre. Ouais. N'empêche qu'il faut passer par la parole du politique sur le sujet de la guerre. Donc demain, il faut juste espérer que enfin Emmanuel Macron, qu'enfin l'Europe daigne s'exprimer, mais pas qu'entre eux, parce que faire des sommets entre chefs européens c'est bien, mais effectivement je pense que de toute façon ils seront obligés, s'ils veulent pouvoir prendre un rôle et jouer un rôle complet, d'aller parler avec leurs partenaires mondiaux. Oui, merci beaucoup, merci à tous les deux comme chaque vendredi. Bien sûr ça se poursuit dans un instant avec Valérie Expert et Gilles Gansman qui vont recevoir notamment un journaliste qui a réalisé une enquête exclusive sur Shenzhen, la ville la plus futuriste paraît-il de Chine. Nous allons en parler dans un instant. Les débats, bien sûr, ce midi Alexis Poulain, ce soir les vraies voix, bien sûr, et puis ce week-end toutes les émissions autour de Jean-Marie Bordry. On l'a dit puisqu'on a parlé des ZFE tout à l'heure, Jean-Luc Moreau qui reviendra avec Laurence Perrault sur les ZFE demain dans On parle auto entre 10h et midi, et puis le rugby évidemment à vivre sur Sud Radio.